Nous allons désormais passer à une autre partie du cours de pharmacologie générale qui va concerner quelques applications d'antagonistes et agonistes en tant que médicaments. Et nous allons commencer par la première classe qui est celle des antidépresseurs. Et tout d'abord, nous allons définir la dépression qui est en fait un ensemble de symptômes ou un syndrome qui associe une intensité variable de la dépression de l'humeur qui est exprimée généralement par la tristesse, l'anédonie, c'est-à-dire la perte de plaisir liée à l'existence, un ralentissement psychomoteur qui va donc de la fatigue à la stupeur, qui va certainement clouer le sujet ou le patient au lit. Et toutes ces perturbations et les grandes fonctions de l'organisme va en fait englober cette maladie qui est la dépression. Quel est le mécanisme d'action des antidépresseurs? Alors, les recherches sur les antidépresseurs ont démontré la mise en évidence dans la dépression de perturbations de la transmission synaptique de principales monoamines suivants: la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. Donc, ce sont les principaux neurotransmetteurs qui sont perturbés dans le cas de la dépression ou chez les dépressifs. De manière générale, alors ce qu'il faut retenir dans ce mécanisme d'action des antidépresseurs, c'est que ça agit soit par inhibition de la recapture de ces monoamines ou l'augmentation de leur biodisponibilité au niveau du site récepteur, ou ils entraînent une élévation de la concentration, par exemple en noradrénaline et en sérotonine, dans la fente synaptique. Les différentes classes des antidépresseurs qui sont sur le marché sont les antidépresseurs tricycliques, les inhibiteurs de la monoamine oxydase ou les IMAO, les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine, appelés aussi ISRS, et la dernière classe, ISRSNA, ce sont les inhibiteurs sélectifs de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Donc, 4 classes différentes les plus connues des antidépresseurs qui sont sur le marché. Donc, nous allons passer au mécanisme d'action impliqué dans le cas des inhibiteurs du recaptage de la noradrénaline et de la sérotonine. Donc, le mécanisme le plus important, bien sûr, c'est d'inhiber la pompe ou l'enzyme qui va recapturer la noradrénaline et la sérotonine qui est dans la fente synaptique. D'accord? Donc, la fente synaptique, c'est l'espace qui est entre un neurone et un autre. Et aussi, il joue un autre mécanisme d'action qui est en fait un blocage partiel d'autres types de récepteurs, à savoir histaminique, alpha-adrénergique, GABAergique et muscarinique. Muscarinique, c'est un sous-type de récepteur de l'acétylcholine, donc cholinergique. Quant au mécanisme d'action des IMAO, donc l'inhibiteur de la monoamine oxydase, ils agissent bien évidemment par inhibition de cette enzyme responsable du catabolisme de 3 neurotransmetteurs, la noradrénaline, la dopamine et la sérotonine. Passons maintenant aux inhibiteurs de recapture de la sérotonine. Ils sont considérés les moins toxiques. Leurs intoxications sont rares. Les cas de mortalité impliquant les ISRS sont pratiquement toujours survenus lors d'intoxication à plusieurs médicaments. Les indications des classes thérapeutiques relatives aux inhibiteurs de la recapture de la sérotonine et la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, dont d'autres pathologies autres que la dépression. Bien sûr, ça peut concerner les attaques de panique avec ou sans agoraphobie. Donc, attaque de panique, c'est un état extrême d'anxiété, état extrême de peur maladive, ou avec ou sans agoraphobie. Agoraphobie, c'est une phobie, c'est une peur qu'on a quand on est fermé dans des lieux clos, quand on est dans des lieux clos où il y a une insécurité pour la personne. Donc, c'est une sorte de phobie, c'est une sorte d'anxiété. Donc, dans ce cas-là, les médecins prescrivent donc c'est ce type de classe thérapeutique d'antidépresseurs. On a aussi les troubles obsessionnels compulsifs ou les TOC, où on peut prescrire aussi du Prozac par exemple. Dans le cas des troubles d'anxiété sociale, donc caractérisés par des phobies, c'est-à-dire sociales, dans la société, dans la foule, des anxiétés généralisées évoluant depuis moins de 6 mois,
et des TOC de l'enfant et de l'adulte. On peut prescrire aussi un antidépresseur inhibiteur de la recapture de la sérotonine et aussi dans la prévention des récidives dépressives. Donc, on peut avoir des épisodes dépressifs qui peuvent revenir après un traitement d'un épisode dépressif. Donc, on peut avoir des récidives, c'est-à-dire des retours d'épisodes dépressifs. Dans ce cas-là, donc, il faut prescrire ce genre de traitement-là. Autre antidépresseur est étatimine de structure tétracyclique qui n'a pas la toxicité des antidépresseurs. Ils sont dépourvus d'effets anticholinergiques puisqu'ils agissent par blocage partiel sur des récepteurs muscariniques cholinergiques et qui se traduisent, généralement ces effets secondaires se traduisent par une sécheresse de la bouche, une fatigue, des sueurs, etc. Pour schématiser les mécanismes d'action des antidépresseurs, en l'occurrence les antidépresseurs tricycliques sur la gauche et les IMAO sur la droite. Donc, comme vous voyez, pour les tricycliques, il y a un blocage de la pompe de la recapture du neurotransmetteur, donc confondu, noradrénaline, dopamine et sérotonine. Et pour les IMAO, donc c'est un blocage de l'enzyme qui détruit les neurotransmetteurs, les mêmes dont on a parlé, donc la noradrénaline, dopamine et sérotonine. Donc, normalement, cette enzyme-là, qui est la monoaminoxydase, a pour rôle de détruire ces différentes monoamines. Quant à ce schéma, donc il représente aussi le mécanisme d'action des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine, qui en fait donc va inhiber l'enzyme qui recapture la sérotonine en cas de déficit, parce que chez un patient dépressif, on a généralement un déficit dans le taux de la sérotonine dans la fente synaptique. Donc on va inhiber cette enzyme-là qui va recapturer la sérotonine, qui va la faire rentrer dans l'espace du neurone donc, présynaptique. Et le fait d'inhiber cette enzyme-là, il va augmenter le taux de ce neurotransmetteur qui est la sérotonine, qui va agir sur les différents récepteurs que vous voyez sur le neurone postsynaptique. Donc, vous avez différentes sous-classes de récepteurs sérotoninergiques, 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, etc. jusqu'à 5-HTZ. Donc, chaque sous-récepteur a un rôle différent. Généralement, dans la dépression nerveuse, c'est le 5-HT1A qui est responsable de cet effet antidépresseur et les autres sous-types sont responsables d'autres symptômes tels que l'anxiété, l'agitation, l'insomnie, etc. Donc, dans cette diapositive, on continue toujours dans la classe thérapeutique des inhibiteurs de la recapture de la sérotonine. Donc, en fait d'augmenter, comme j'avais dit, la libération de la sérotonine dans la fente synaptique, il va directement être lié à une augmentation de sa neurotransmission par le récepteur 5-HT1A. Certains antagonismes, par exemple alpha-2, donc alpha-adrénergique, comme la mertazapine, ce sont des agonistes adrénergiques qui bloquent aussi les récepteurs 5-HT2 et 5-HT3. Donc le fait d'antagoniser ces récepteurs-là qui sont des récepteurs sérotoninergiques, ceci va permettre d'éviter les manifestations d'anxiété, d'agitation et d'insomnie ou les effets atropiniques qui sont des effets qui sont liés aux récepteurs cholinergiques bien évidemment, comme la sécheresse de la bouche, la sécheresse, donc les troubles visuels, donc des yeux, on a des troubles visuels, on a une baisse de la transpiration, on a une fatigue, etc. Donc, ils sont liés à ce genre de traitement. Récapitulant. Donc, quant à la neurobiologie de la dépression, se base principalement sur l'hypothèse monoaminergique qui postule que la dépression correspond à un déficit de 3 neurotransmetteurs, la noradrénaline, la sérotonine et la dopamine. Donc, la diminution de la concentration de ces neurotransmetteurs entraîne une augmentation du nombre des récepteurs ainsi que tout autre phénomène inconnu comme upregulation, downregulation, etc. Dans le cadre de la récapitulation, bien sûr, les mécanismes d'action des antidépresseurs, ça pourrait être une inhibition de leur recapture par des inhibiteurs de la recapture de la noradrénaline et de la sérotonine, par inhibition de leur dégradation, c'est les IMAO, donc inhibiteurs de la monoaminoxydase, ou par inhibition des mécanismes endogènes de rétrocontrôle dont on a parlé, downregulation ou upregulation. Nous allons passer maintenant aux récepteurs adrénergiques, donc leur distribution, leur classe et sous-type. Et nous allons voir ceci en détail dans la séance des travaux pratiques.
relatives à l'effet des substances pharmacologiques sur le muscle. Donc, on va voir le muscle cardiaque, le muscle squelettique, le muscle lisse, etc. Et l'effet des substances, notamment adrénergiques, cholinergiques, leur agonistes et antagonistes. Donc, on va voir ceci en détail dans la séance des travaux pratiques prochainement. Cette diapositive montre la synthèse des catécholamines, la noradrénaline, la dopamine et l'adrénaline. À partir d'un acide aminé qui est très important, c'est la tyrosine, qui a un groupe phénol, une fonction hydroxylacide, et qui est synthétisé à partir d'un autre acide aminé qui est la phénylalanine. Donc en fait, cette tyrosine, sous l'action de la tyrosine hydroxylase, va nous donner la dopa, et sous l'influence d'une autre enzyme qui est la dopa décarboxylase, on a la dopamine comme résultat. Cette dopamine-là va se transformer en noradrénaline, qui en fait juste en ajoutant une fonction hydroxyle par la dopamine bêta-hydroxylase et en méthylant par une autre enzyme la phényléthanolamine N-méthyltransférase, donc un ajout de fonction méthyle à la noradrénaline, on a ce qu'on appelle l'adrénaline. Donc en fait, noradrénaline veut dire que c'est une adrénaline qui est privée en fonction méthyle. Donc il n'y a pas de fonction méthyle sur cette noradrénaline. C'est pour ça que ça s'appelle la noradrénaline. Et en ajoutant cette fonction, on a le neurotransmetteur de l'adrénaline. La noradrénaline, donc dans le préfixe nor, ça veut dire privé de méthyle, comme j'avais déjà mentionné dans l'ancienne diapositive. Donc, c'est un neurotransmetteur des neurones noradrénergiques du système nerveux central et des neurones postganglionnaires du système orthosympathique. Sous l'effet de l'influx nerveux, les terminaisons sympathiques libèrent la noradrénaline, donc le neurotransmetteur adrénergique qui existe au niveau du système nerveux central, c'est la noradrénaline. Quant au périphérique, c'est-à-dire au système nerveux périphérique, il y a les deux, la noradrénaline et l'adrénaline, qui sont libérés par le centre de la surrénale, donc le milieu de la surrénale, c'est ce qu'on appelle la médullo-surrénale. Ce sont des glandes qui sont au niveau ou qui coiffent le rein. Donc le rein des deux côtés. Donc on a deux surrénales, dans la médullo-surrénale et la cortico-surrénale. Dans la fente synaptique, la noradrénaline et l'adrénaline vont soit atteindre les récepteurs adrénergiques pour produire les effets physiologiques, soit être recaptés ou être dégradés. Donc, on reste dans le même mécanisme d'action, comme on l'avait déjà mentionné dans la classe thérapeutique des antidépresseurs. Quant à la dégradation des catécholamines, donc il y a bien sûr après activation des récepteurs adrénergiques ou dopaminergiques, donc il y a des enzymes qui interviennent dans la dégradation des catécholamines, comme la COMT ou la MAO. La COMT, donc COMT, catéchol oxyméthyltransférase, catalyse la méthylation d'un des deux atomes d'oxygène du N-catéchol. Ou la MAO, la monoaminoxydase qu'on a déjà donc cité dans la partie des antidépresseurs, qui catalyse la désamination oxydative des monoamines. Donc adrénaline, noradrénaline, dopamine, sérotonine transforment l'amine en aldéhyde. Donc c'est un mécanisme d'action parmi d'autres de la dégradation des catécholamines. Les récepteurs adrénergiques sont appelés aussi alpha et bêta adrénergiques. Donc pour les alpha, ils ont un effet de type constricteur, sauf au niveau de l'intestin, c'est-à-dire qu'ils sont, on va dire, ils vont rétrécir tous les muscles à part l'intestin. Au niveau des récepteurs bêta, ils ont plus un effet relâchant ou relaxant, sauf au niveau cardiaque où on a bien sûr une accélération cardiaque suite à l'activation de ces récepteurs-là. La stimulation des récepteurs alpha donc, va engendrer des effets périphériques et des effets centraux. Du moment qu'on parle d'un effet périphérique et central, c'est-à-dire que le récepteur alpha existe au niveau des organes périphériques et au niveau du système nerveux central. Quant aux effets périphériques des récepteurs adrénergiques, on distingue deux types de récepteurs alpha 1 et alpha 2. Le alpha 1 sont postsynaptiques,
Ils interviennent dans la prise en charge en cas d'hypotension, donc en cas de baisse de la tension artérielle. Donc, ils jouent un rôle dans la vasoconstriction, dans la contraction des branches, dans la contraction utérine. Quant au récepteur alpha-2 présynaptique, généralement, ça diminue la libération de la noradrénaline. C'est le cas de tous les récepteurs présynaptiques. Ils ont un rôle dans la diminution de la synthèse du neurotransmetteur. C'est le cas de tous les neurotransmetteurs. Donc, il y a même dans quelques cas de récepteurs alpha-2 qui sont postsynaptiques, ils jouent un rôle dans l'agrégation plaquettaire. Pour les effets centraux, la noradrénaline agit positivement sur l'humeur. C'est normal, donc c'est un des neurotransmetteurs qu'on a étudié au niveau de la dépression nerveuse. Donc si on a un déficit au niveau de ce neurotransmetteur qui est la noradrénaline, on a généralement un état dépressif. Donc si la noradrénaline augmente dans la fente synaptique, on a un effet antidépresseur. Alors que via les récepteurs alpha-2, donc présynaptiques, comme on avait dit, tous les récepteurs présynaptiques jouent un rôle dans l'inhibition de la libération du neurotransmetteur. Dans notre cas, ça va être l'inhibition de la libération de la noradrénaline, donc cette diminution dans la fente synaptique, et ça va donner, ça va induire des effets tels que l'hypotension et la sédation. Donc hypotension veut dire la baisse de la tension artérielle et la sédation veut dire un état sédatif, un état calme, un état tranquille donc de l'individu. Quant au récepteur bêta, donc on en distingue plusieurs types, bêta 1, bêta 2, bêta 3, en fonction de la localisation de ces types de récepteurs sur les organes. Ça peut induire des effets périphériques que des effets centraux. Concernant les effets périphériques de l'activation des récepteurs bêta, on en distingue principalement donc le sous-type bêta 1 qui est au niveau du muscle cardiaque, donc la noradrénaline, quand il se fixe sur ce type de récepteur, ça va accélérer le rythme cardiaque, donc c'est un stimulant cardiaque. Quant au bêta 2, qui est donc sur d'autres organes, comme les vaisseaux, les branches, etc., donc ça agit au contraire par une dilatation, donc par une dilatation des vaisseaux, ça s'appelle la vasodilatation, par une dilatation des branches et un relâchement de l'utérus. Donc tout dépend de l'indication thérapeutique recherchée. Par exemple, dans le cas de l'asthme, on cherche plus une bronchodilatation, donc une dilatation des branches, donc une activation de ce type de récepteur, bêta 2, va être une indication, va être une cible thérapeutique dans ce cas-là. Pour, par exemple, une femme enceinte qui a des contractions donc avant terme, donc il lui faut un médicament qui va agir sur ce type de récepteur pour relâcher son utérus parce que c'est un muscle et ça va diminuer les contractions, ça va éviter justement l'avortement. Quant au troisième type, bêta 3, ça augmente plus la lipolyse, donc la lyse des lipides et la thermogénèse. On continue toujours dans les récepteurs bêta-2 adrénergiques à titre d'exemple, donc les agonistes bêta-2 adrénergiques qui agissent dans le cas de l'asthme, comme j'avais déjà expliqué dans la diapositive précédente, et aussi dans le cas d'accouchement prématuré. Donc on peut les prendre soit par voie orale ou par voie aérienne. Donc en ce qui concerne les bêta-bloquants, donc communément appelés en médecine ou antagonistes des récepteurs adrénergiques, donc sur le plan scientifique, on les appelle ainsi. Donc, on distingue deux types, les lipophiles et les hydrophiles. Et d'ailleurs, tous les médicaments qui sont lipophiles, ils sont hautement métabolisés, ils ont une demi-vie courte. Alors que les bêta-bloquants hydrophiles, ils sont peu métabolisés, ils ont une demi-vie longue. Donc, tous les deux sont utilisés en fonction de l'indication thérapeutique, en fonction de l'urgence, en fonction de plein de conditions médicales. Donc, ça dépend donc de la prescription médicale, ça dépend de la maladie, etc. Quant aux effets thérapeutiques des bêta-bloquants ou des antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques, ils ont bien sûr un effet principalement cardiovasculaire. Ils diminuent la fréquence cardiaque, ils sont chronotropes négatifs, ils diminuent la contractilité myocardique, donc ils sont ionotropes négatifs. Le débit cardiaque, la pression artérielle sont diminués suite à l'administration de ces médicaments-là, qui sont des antagonistes bien évidemment des récepteurs bêta-adrénergiques, diminuent la vitesse de la conduction auriculo-ventriculaire, donc ils sont dromotropes négatifs, ils diminuent l'excitabilité cardiaque, donc ils sont bathmotropes négatifs. Donc il faut avoir en tête toutes ces terminologies parce que ça concerne le rythme cardiaque en relation avec les récepteurs adrénergiques et notamment bêta-adrénergiques. Donc on va revoir tout ça
rapidement au niveau des travaux pratiques. Donc, tous les effets cardiovasculaires qu'on vient de citer dans la diapositive précédente vont bien sûr rentrer dans le mécanisme des effets anti-hypertenseurs. Donc, du moment qu'il va baisser la tension artérielle, il va baisser le débit cardiaque, il va diminuer la contractilité. Donc, il baisse aussi le tonus sympathique par une action centrale. Donc, ils sont utilisés comme traitement anti-hypertenseur. Comme indication thérapeutique des bêta-bloquants ou des antagonistes des récepteurs bêta-adrénergiques, donc il y a l'hypertension artérielle bien évidemment et l'insuffisance cardiaque, puisqu'ils induisent des diminutions au niveau de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle, de la contractilité, etc., dont on a parlé dans la diapositive auparavant. Ils sont aussi prescrits dans le cas de l'hyperthyroïdie. Donc, dans l'hyperthyroïdie, c'est le fonctionnement excessif de la thyroïde. Donc, on a un fonctionnement donc de manière excessive et accélérée de cette glande-là qui est la thyroïde. Et aussi dans le glaucome, qui est en fait une maladie dégénérative du nerf optique, donc qui induit une perte de la vision progressive. Nous allons passer maintenant à un autre type de récepteurs, ce sont les récepteurs cholinergiques qu'on va voir aussi dans les travaux pratiques du muscle, les effets de substances pharmacologiques. Donc le neurotransmetteur par excellence des récepteurs cholinergiques, c'est bien entendu l'acétycholine, la fameuse substance qui a été découverte après la stimulation du nerf vague. Ce fameux nerf vague qui est parasympathique par excellence. Donc cette stimulation provoque la libération de cette acétycholine. Donc ça a été identifié, ça a été découvert en 1926. Concernant la biosynthèse de l'acétycholine, donc il faut de l'acétyl-CoA, qui est en fait l'acide coenzyme A, c'est la forme activée de l'acide acétique, qui est produite dans la mitochondrie à partir du pyruvate. Il faut de la choline, qui peut être exogène au niveau de l'alimentation ou endogène par hydrolyse des phospholipides ou par hydrolyse de l'acétycholine libérée dans la fente synaptique. Et la choline acétyltransférase, donc c'est une enzyme qui est synthétisée dans les corps cellulaires. Pour ce qui est de la dégradation de l'acétycholine, une fois l'acétycholine est libérée dans la fente synaptique, soit il va se lier au récepteur membranaire pré- ou post-synaptique, soit il va être hydrolysé par une enzyme, l'acétylcholinestérase, en choline et acétate. Alors ces deux substances vont être recaptées ou recapturées par la terminaison nerveuse par un mécanisme actif, c'est-à-dire par un transport actif. On peut augmenter la durée de vie de l'acétycholine dans la fente synaptique comme application thérapeutique de certaines maladies, en l'occurrence l'Alzheimer, et ceci se fait via, bien sûr, un médicament. Ce médicament-là va être, dans ce cas de l'Alzheimer, un agoniste inverse, c'est-à-dire un inhibiteur de cette fameuse enzyme qui est l'acétylcholinestérase. Donc en l'inhibant, en inhibant cette enzyme-là, ça va pas dégrader l'acétycholine en choline et acétate, donc ça va laisser l'acétycholine intacte au niveau de la fente synaptique. Il y aura l'effet. Voilà, donc c'est une application thérapeutique dans le cas des récepteurs cholinergiques parmi d'autres. Quels sont les sous-types des récepteurs cholinergiques? On retrouve les récepteurs nicotiniques et les récepteurs muscariniques. Alors, les récepteurs nicotiniques sont des récepteurs à canal ionique, alors que les récepteurs muscariniques sont des récepteurs métabotropes, c'est-à-dire ils sont couplés aux protéines G. Alors, pour les récepteurs nicotiniques, on a l'agoniste comme c'est la nicotine. Donc, la nicotine qu'on extrait, c'est un alcaloïde extrait du tabac. Et l'antagoniste, c'est l'hexaméthonium. Donc, pour les muscariniques, donc l'agoniste, c'est la muscarine. Et il y a plusieurs sous-types. Ça va de M1 jusqu'à M5 pour ce type de récepteur. Alors, pour ce qui est des effets pharmacologiques de l'acétycholine, via les récepteurs nicotiniques, donc on retrouve au niveau des ganglions du système nerveux autonome. Donc, la libération de l'acétycholine se fait au niveau de la terminaison de fibres préganglionnaires du système sympathique et parasympathique. Donc, on peut retrouver l'acétycholine dans les fibres préganglionnaires au niveau du système parasympathique et sympathique. Au niveau de la jonction neuromusculaire, donc la stimulation d'un nerf moteur va libérer l'acétycholine de la jonction neuromusculaire qui va induire la contraction musculaire. Donc, ceci, vous allez le voir au niveau des travaux pratiques de manière détaillée. Alors, donc, la stimulation du nerf entraîne donc un potentiel d'action qui va être véhiculé dans l'axone du nerf moteur jusqu'à la terminaison nerveuse. Ceci va induire bien sûr une dépolarisation de l'influx
de calcium, il y aura libération d'acétylcholine par exocytose, et après, donc l'acétylcholine va se lier sur le récepteur et entraîne un flux d'ion sodium dans la cellule qui va entraîner la dépolarisation suffisante pour avoir une contraction musculaire. L'acétylcholine libérée dans la membrane synaptique est hydrolysée, comme on l'avait déjà expliqué, par la fameuse enzyme qui est l'acétylcholine estérase. Donc, les anti-acétylcholine estérase peuvent être utilisés aussi dans la myasthénie. Donc, on a parlé de l'Alzheimer, qu'on peut augmenter le taux de l'acétylcholine de la fente synaptique. Et au niveau de la jonction neuromusculaire, qui est un effet périphérique, on peut aussi appliquer des antagonistes cholinergiques qui peuvent être utilisés dans le cas de la fatigue musculaire. C'est la myasthénie ou fatigue musculaire. Pour le deuxième type des récepteurs cholinergiques de type muscarinique, on les retrouve donc au niveau du cœur, type 2, ils vont induire une bradycardie, donc un ralentissement du rythme cardiaque. Et au niveau des vaisseaux, ça va induire, donc après activation de ce type de récepteur, une vasodilatation. Et au niveau des muscles lisses, donc le troisième type des récepteurs, sous-type des récepteurs muscariniques, va induire au contraire donc une contraction, surtout au niveau des intestins. Donc chaque sous-type de récepteur cholinergique et principalement muscarinique va induire au niveau d'un organe par rapport à un autre, donc un effet différent. Au niveau central, ce type de récepteur muscarinique agit de manière positive sur la mémoire, sur l'apprentissage, et il a un intérêt très important et très crucial dans la maladie d'Alzheimer. Donc il y a beaucoup de prescriptions médicales dans le cas d'Alzheimer, donc de tout ce qui est en relation avec la mémoire et l'apprentissage. Quant aux agonistes cholinergiques, donc on en distingue deux, agonistes directs et agonistes indirects. Les agonistes directs sont ceux qui agissent directement sur le récepteur de l'acétylcholine, donc la pilocarpine, par exemple, qui agit sur le récepteur muscarinique. C'est un médicament qui est utilisé dans le cas du glaucome. Donc, le glaucome, c'est une maladie dégénérative qui touche donc le nerf optique et qui induit une baisse de la vision progressive. Il y a aussi de la nicotine qui agit sur le récepteur nicotinique. C'est un médicament qui est utilisé aussi dans le cas du sevrage tabagique. Donc, pour arrêter de fumer, ils utilisent de la nicotine comme substance de substitution au tabac. La deuxième catégorie des agonistes, les agonistes indirects, donc ils augmentent le taux endogène de l'acétylcholine. Donc ils n'agissent pas directement sur les récepteurs cholinergiques, mais ils agissent indirectement sur ces récepteurs-là. Comment est le mécanisme d'action de ces agonistes indirects? Soit ils augmentent la synthèse d'acétylcholine, soit ils augmentent la libération d'acétylcholine par les fibres cholinergiques, soit ils diminuent la dégradation d'acétylcholine via les anticholinéstérasiques qui bloquent la cholinestérase, donc cette enzyme qui détruit l'acétylcholine. Ce sont des inhibiteurs réversibles. Inhibiteurs irréversibles de ces médicaments-là, ils ne sont pas utilisés dans la thérapeutique. Comme tous les antagonistes muscariniques, particulièrement l'atropine, il a des effets bien sûr anticholinergiques, à savoir la sécheresse de la bouche, de la peau, les tachycardies, la constipation, augmentation de la tension intraoculaire, donc c'est contre-indiqué dans le glaucome. Donc tous ces effets secondaires de l'atropine sont communs à tous les anticholinergiques. On peut aussi donc retrouver d'autres classes thérapeutiques dans les antagonistes muscariniques, et notamment les antinauséeux, donc antinausées, comme la scopolamine, scopoderme, comme patch. Ils ont des effets périphériques identiques à l'atropine et des effets centraux, à savoir sédatifs et tranquillisants. On a aussi un effet bronchodilatateur et d'autres effets antispasmodiques que j'avais déjà cités dans la diapositive précédente.